Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! T'as recommencé comme avant? C'est pour le petit. Qu'est-ce que tu lui donnes à part le piano? Je vous demande de pas porter plainte. On remboursera tout à votre père. La 50e cérémonie des Césars, le comte de Monte Cristo fait la course en tête avec 14 nominations. Thomas Borez nous dit tout dans un instant. Timothée Chalamet en icône du rock dans le biopic sur Bob Dylan, un parfait inconnu. Et puis La Pie voleuse, la nouvelle fable sociale marseillaise de Robert Guédiguian. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bonjour, bienvenue à vous. Et bonjour Thomas Borez. Et bonjour Natacha. Et avant de parler des sorties ciné de la semaine, un mot donc des nominations pour la 50e cérémonie des Césars qui se tiendra le 28 février prochain à l'Olympia. Voilà, une cérémonie mise en scène par le cinéaste Cédric Clapiche, présidée, excusez du peu, par Catherine Deneuve, et Julia Roberts recevra un César d'honneur. Ça, nous le savions déjà. Ce qu'on savait moins, eh bien, c'était la liste de ces nominations. Vous l'avez dit, c'est le Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, eh bien, qui se taille la part du lion avec 14 nominations. C'est le grand favori et c'est le grand gagnant déjà au jeu des chiffres. Talonné juste derrière par L'amour ouf de Gilles Lelouch. Donc deux films aux univers très différents, hein. L'historique, le patrimoine français et plutôt le contemporain, ou en tout cas les années 80-90 pour Gilles Lelouch avec le mélodrame. Et puis on attendait évidemment Emilia Pérez. Elle est là, Emilia Pérez, mais un petit peu derrière, hein, avec seulement, si je puis dire, 12 nominations. Voilà, on voit Zoé Saldana en train de chanter dans cette, rappelons-le, comédie musicale. Voilà, donc 12 nominations. Voilà. Alors, rien que finalement de très prévisible, hein. Rappelons que c'est des films qui ont été présentés au Festival de Cannes en mai dernier, donc avec une notoriété XXL, avec un succès aussi en salle. Et notons que les Césars, qui est un programme télévisuel, reste d'abord une prime aux chiffres et au succès. Alors parmi les outsiders, il y en a forcément. Notons la belle performance de l'histoire de Suleiman de Boris Lochkin, le calvaire, hein, d'un livreur parisien en situation irrégulière. Succès surprise en salle avec plus de 500 000 entrées. Eh bien, voilà, c'est un bel outsider. 8 nominations, dont une nomination, voilà, on le voit sur l'affiche, pour Abou Sangaré, que nous avions reçu ici en plateau. À l'époque, il était menacé d'une OQTF. Meilleure révélation masculine, c'est amplement mérité. Et tout ça vaut bien une bande-annonce. Regardez. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. C'est pour avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu ne dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Tu sais ce que tu as vécu. Voilà, Abou Sangaré, incroyable, hein, dans cette histoire de Suleiman. Abou Sangaré qui, vous le disiez, a été menacé d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il a eu depuis, il a obtenu le droit de rester en France. Y a-t-il des surprises ou des grands oubliés pour cette cérémonie des Césars, Bah oui, Thomas? il y a plusieurs questions à se poser. D'abord, où est The Substance de la française Coralie Farja, qui a valu, on le sait, à Demi Moore un Golden Globe, ce qui pourrait lui valoir un Oscar. Eh bien, où est-elle? Alors, elle est nominée pour le meilleur film étranger. Alors pourquoi? Puisque la production est à la fois anglaise et américaine, et que donc il faut que la production soit majoritairement française pour que le film soit considéré comme français, et donc brigue d'autres places. Donc alors à forte affaire, hein, Coralie Farja face à Mohamed Rasoulof et ses graines du figuier sauvage, face à Anora, la Palme d'Or de Shane Baker, ou encore le film d'Ali Abbasi sur Donald Trump, hein, The Apprentice, ou encore La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Mais où est un petit truc
truc en plus aussi d'artistes et ces millions et millions et millions de spectateurs en salle, eh bien on cherche et à la loupe on le trouve dans la catégorie du meilleur premier film pour Artus. C'est tout, et tout ça nous fait dire qu'effectivement au César les comédies en général sont un peu ostracisées, mais il faut mettre quand même un bémol à tout ça puisque Miséricorde d'Alain Guiraudy ou encore En fanfare, deux beaux succès, deux comédies sont quand même nominées et bien nominées avec 8 et 7 nominations respectives. Et puis allez, un petit coup de cœur personnel avec la nomination ultra méritée dans la catégorie de la meilleure actrice pour Afia Yerzi, formidable dans Borgo de Stéphane de Moustier. Afia Yerzi qui a été césarisée en 2008 pour La Graine et le Mulet comme meilleur espoir féminin. Et bien là, elle mérite amplement aujourd'hui de gagner les plus beaux trophées. Voilà, c'était un message à l'attention des votantes et des votants. Réponse donc le 28 février, Thomas Borès, pour cette 50e cérémonie des Césars. On passe maintenant aux sorties ciné de la semaine, avec d'abord un film très attendu par les fans de Bob Dylan, avec ce biopic sur le chanteur. Cela s'appelle Un parfait inconnu de James Mangold, avec Timothée Chalamet en Bob Dylan donc. Exactement, et le film s'inspire du livre en fait d'Elijah Wald, Dylan Electric, Newport 1965, du rock au folk, histoire d'un coup d'État. Et effectivement, c'est l'histoire d'un coup d'État. Qu'est-ce qui se passe? On est en 61 et on voit arriver du Minnesota à New York un jeune troubadour, on va dire, c'est Bob Dylan, qu'on ne connaît pas encore. Il va devenir très vite une star de la folk. Et puis patatras, en 1965, il décide de brancher sur un ampli sa guitare pour passer à l'électrique. Et pour tous les fans du folk, qui aiment bien l'acoustique, eh bien ce sera un coup de tonnerre et une véritable révolution. Donc voilà, ce biopic vraiment s'inscrit sur ces quelques années, 5 au maximum, qui voit cette bouleversement. Et on voit en noir et blanc le vrai Bob Dylan. Et le faux, plus vrai que nature, c'est évidemment Timothée Chalamet. Mais rappelons quand même que Bob Dylan, qui n'est pas avare en compliments, a validé à 100% ce biopic. Allez, on regarde à quoi ça ressemble. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a heart, oh it's a heart, it's a heart, it's a hard rain gonna fall. Voilà, Timothée Chalamet en Bob Dylan, de Timothée Chalamet qui interprète lui-même les chansons de l'icône du rock. C'est impressionnant. On va l'écouter, Timothée Chalamet, nous expliquer pourquoi il a décidé de relever ce défi. Regardez. Je ne sais pas si je me suis senti un jour prêt à interpréter les chansons de Bob Dylan, par manque d'estime de moi-même, ou peut-être l'inverse, un trip égomaniaque. Mais j'adore sa musique et j'avais l'opportunité de chanter en live avec les vieux microphones de l'époque, dans les vieilles salles de spectacle et leurs réverbes. J'aime les premiers enregistrements de Bob Dylan à la Brandeis University, les chansons les plus cool de sa carrière. J'avais donc envie de m'offrir l'opportunité de chanter moi-même. Voilà, c'est un film signé James Mangold qui avait signé un biopic très remarqué il y a quelques années, c'était Walk the Line, sur le chanteur Johnny Cash. Johnny Cash qui est d'ailleurs présent dans ce biopic. Il y a presque une rencontre de deux films puisqu'il était un petit peu l'un des mentors, en tout cas, du jeune Bob Dylan. Pour le reste, le film est sur le plan artistique, en tout cas, assez irréprochable. On se croirait vraiment dans une petite bulle, 60s, pardon, dont on aurait gommé toutes les salissures. Voilà. Le scénario m'est apparu quand même certainement anecdotique, est un peu au diapason de ses directions artistiques. Reste un basculement de point de vue permanent qui est quand même assez intéressant, avec un regard sur la jeunesse particulièrement intéressant. Et puis une révélation, Monica Barbaro en Joan Baez, qui est particulièrement savoureuse dans le film de James Mangold. Joan Baez et Bob Dylan, ça fait rêver. On change d'ambiance, Thomas, et on descend sur le vieux port de Marseille, ou plus exactement sur le port de l'Estac, à une dizaine de kilomètres au nord, théâtre du nouveau long métrage de Robert Guédiguian, La Pivoleuse. C'est un drame autour d'une aide à domicile incarnée par la muse de Guédiguian, Ariane Ascaride, qui, pour arrondir ses fins de mois, s'octroie quelques libertés, vous allez le voir, avec les économies des personnes dont elle s'occupe. Regardez, on en parle juste après, Thomas. Votre courrier. Et les bulots, ils sont où? Ben, ils sont là. Vous pourriez me signer des chèques d'avance? Je me suis servi du dernier. J'ai fait toutes les courses. Merci, ma belle. Je mets la monnaie dans le compotier.
Combien il reste sur le compte? Il n'y a plus rien. Tu as recommencé à jouer? C'est sûr, il va l'avoir, son concours. Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça. J'ai appelé son professeur de piano au conservatoire. Il est d'accord pour lui donner des cours particuliers. Mais tu le payes comment? J'ai pris du travail en plus. Voilà, c'est un véritable petit théâtre de la comédie humaine hein, que nous gratifie Robert Guédiguian depuis une quarantaine d'années à travers tous ces films où on voit les mêmes corps, on va dire, mûrir à l'écran. Marius et Jeannette, un de ses plus gros succès. On voit ses affiches. La Villa, un récent succès aussi. Marie-Jo et ses deux amours. Alors, je parlais de corps, évidemment. On voit Gilbert Mélan et Ariane Ascaride. On les retrouve d'ailleurs dans cette pivoleuse. Hein, et c'est aussi bien une cartographie de Marseille, ses évolutions et toujours l'Estac un peu le bastion originel du cinéma de Robert Guédiguian. Le cinéaste Jean Renoir avait l'habitude de dire que chacun et chacune a ses raisons. Et c'est vraiment la morale de tous ces films où on le voit ici, chacun essaie de se battre avec ses propres armes contre une société qui ne fait pas de cadeaux. Voilà, Robert Guédiguian est un cinéaste donc précieux. On termine, Thomas, avec le film d'animation Slocum et moi de Jean-François Laguioni. C'est l'histoire d'un bateau qui ne verra peut-être jamais la mer. Voilà, le bel objet que voilà, un très très beau film, dernier film tout court hein, d'un des plus grands réalisateurs français d'animation qui est très discret, Jean-François Laguioni, 85 ans. On avait peut-être vu Le Tableau, Louise en hiver ou encore Le Voyage du Prince. Slocum et moi, en fait, c'est le récit d'un jeune garçon qui est en fait le réalisateur lui-même, qui voit son père, un représentant de commerce dans la banlieue parisienne, qui décide dans son jardin de construire la réplique d'un bateau, d'un célèbre navigateur, le Slocum du titre. Voilà, c'est très très beau. C'est un geste à la fois fou, hein, ce que fait cet homme-là avec sa femme, à la fois fou et poétique qui va permettre un rapprochement possible entre le fils et son père qui ne se parlent pas. C'est magnifique. Et vous nous donnez envie, Thomas, d'aller voir ce bel objet. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte donc avec la bande-annonce de Slocum et moi, ce film d'animation petite merveille, signé Jean-François Laguioni. Je vous dis à très vite sur France 24. Ce n'était pas n'importe quel bateau que mon père était en train de construire. C'était celui de Slocum. Avec ce bateau, Slocum avait fait le premier tour du monde à la voile, en solitaire. Mais non, plus à gauche. Oui, à droite pour toi, évidemment. Quel empoté. Quand il était jeune, mon père rêvait déjà d'un voilier. Peut-être même aussi de faire le tour du monde. Mais les îles Canaries et les Marquises.